La réouverture progressive de l'économie chinoise qui profite d'abord évidemment aux valeurs du luxe qui ont été sacrément attaquées depuis le début de l'année à l'image de Kering, LVMH ou Hermès qui rebondissent fortement. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On sait qu'on l'avait évoqué ensemble d'ailleurs, on avait dit qu'on avait rappelé il y a quelques semaines de cela, deux plus fortes baisses du CAC 40 depuis le début de l'année, c'est Kering et c'est Hermès, le secteur a été massacré. Est-ce que c'est une page qui se tourne avec ce rebond ? Écoutez, non, c'est pas une page qui se tourne, parce qu'il y a toujours des baisses qui peuvent intervenir, mais moi j'ai le sentiment quand même que le plus dur a eu lieu. Alors, un mot quand même, depuis le début de l'année, le secteur du luxe n'a pas eu le vent en poupe. Bien entendu, la tension sur les taux d'intérêt, je ne vais pas revenir là-dessus, mais une tension sur les taux, ça pénalise toujours les valeurs de croissance. Et le luxe, ce sont des valeurs de croissance. La situation chinoise, avec confinement, donc Shanghai et Pékin, qui pèsent sur tous les acteurs du secteur, mais c'est vrai que ça réouvre notamment demain à Shanghai. Alors, les baisses importantes, sans parler simplement des valeurs françaises, Moncler, moins 30, Kering, moins 29, LVMH, moins 17, Ferrari, qui est l'emblème de l'ultra-luxe, moins 17%. Pourtant, pour moi, franchement, le secteur David est loin d'avoir dit son dernier mot, tout simplement parce qu'il reste en forte croissance. D'après les prévisions, il devrait progresser entre 6 et 8% par an pour atteindre, à mon avis, en 2025, un niveau entre 360 et 390 milliards d'euros. Il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le luxe. Avant, on disait que c'était les milliardaires. On a parlé de la génération X. La nôtre, celle qui est née entre 65 et 1980, puis après les millennials, et maintenant de plus en plus on parle de cette fameuse génération Z qui est née entre 1995 et 2010 et qui est un grand acteur du marché du luxe, un grand acheteur du luxe. Alors, on a parlé de la Chine, c'est vrai, en disant attention, la Chine... Eric, pourquoi est-ce que LVMH, ou Ferrari, en tout cas LVMH pour la France, résiste mieux dans ce marasme ? Alors si on doit rentrer, vous me coupez dans mon élan, mais si on doit parler de LVMH, en réalité... on attendait une croissance organique au premier trimestre de 17%, ils ont fait 23%, et puis comme ils ont plus de 75 marques, LVMH c'est vraiment la société ultra bien gérée et qui résiste à tous les vents de panique. Vous savez, ils ont en termes de free cash flow, je crois que ce qu'ils ont dégagé en termes de free cash flow l'année dernière, c'était quasiment l'acquisition de Tiffany. C'est-à-dire qu'en fait, l'acquisition de Tiffany est déjà, j'ai pas envie de dire remboursée, mais si vous voulez, il n'y a pas d'impact négatif. Donc, ils savent très bien gérer toutes ces acquisitions. Ils font en général une croissance nettement supérieure aux attentes. Et donc, ça explique que le titre ne baisse que 17%. En plus, il n'était pas ultra cher parce que même avec la baisse de 17%, on reste sur un PER de 19. Alors, c'est supérieur à celui du marché. Mais c'est pas une pure folie. Donc, moi, je pense que sur LVMH, franchement, si on pense que ça va se terminer en Chine et que finalement l'économie mondiale ne va pas ralentir aussi fortement que ça, je pense qu'on peut revenir sur le titre. Le rebond, là, depuis quelques jours, c'est lié surtout à la Chine qui rouvre. On dit la levée du confinement Shanghai prévu pour demain, relance économique de Pékin. Et puis aussi peut-être les touristes qui reviennent, je ne sais pas moi, les touristes américains qui reviennent notamment en Europe acheter du luxe. Touristes américains, et puis il faut voir une chose, c'est que on parle beaucoup de la Chine, mais vous savez David, la Chine, c'est simplement 21% du marché du luxe mondial. En fait, qui est devant? États-Unis, Amérique, avec 27% du marché du luxe. Grosso merdo, le marché du luxe, c'est 283 milliards de dollars. Les USA, c'est quand même 78 milliards de dollars. Et ce qu'on voit très bien, c'est que les États-Unis, sans rentrer dans un cours sur la croissance américaine, mais la croissance américaine se tient bien, notamment parce que la forte baisse du taux d'épargne permet à la consommation des ménages de tenir. Et les Américains sont des grands acheteurs de luxe. En plus, en Europe, ils sont en Europe en ce moment, les États-Unis, les Américains. Il y a très peu de Chinois, mais si vous baladez avenue Montaigne ou Faubourg Saint-Honoré, vous entendez beaucoup parler anglais. Et les Américains, avec la baisse de l'euro, alors c'est vrai que ça remonte depuis quelque temps à 1,08, mais quand on était à 1,04, 1,05, avec la baisse de l'euro, c'est tout bénef pour eux. Donc c'est vrai que ce sont des très grands acheteurs de luxe. Et donc on se rend compte que finalement, quand vous voyez toutes les prévisions des acteurs du luxe, moi je regardais dans un autre domaine Chanel, qui n'est pas un groupe coté, mais Chanel se dit vraiment confiant sur l'ensemble de l'année. Et comme je le disais, même avec les accidents chinois qu'on a vus, on est quand même sur des marchés en croissance de 6 à 8%. Est-ce qu'on monte dans le train ou pas, le train du rebond des valeurs du luxe où on est Alors ça dépend quel train. Le train Kering, qui est un train avec une valeur qui perd 29% depuis le début de l'année, plus forte baisse du CAC 40, c'est pas cher, ça vaut 14 fois les bénéfices. La grande problématique, c'est que c'est une Gucci dépendante
que je n'aime pas trop, puisque Gucci, ça doit être 55% du chiffre d'affaires et 75% de leurs résultats opérationnels. Et vous avez vu sur le premier trimestre, que s'est-il passé sur le premier trimestre? La croissance organique de Kering a été de 21%, mais sur Gucci, aïe aïe aïe, on attendait plus 18,5%, on a eu simplement plus 13%. Donc moi, je serais assez dubitatif sur Kering, même si c'est la valeur la moins chère du secteur. Par contre, sur Hermès, je pense qu'on peut y aller, j'ai pas envie de dire les yeux fermés, mais moins 26%. Je vous en parlais quand ça valait en dessous de 1020, je vous disais qu'il faut rentrer en dessous de 1000, je crois qu'on a fait 980 et maintenant ça va au-dessus de 1100, mais enfin n'en tirons pas une certaine gloire. Hermès, j'ai beaucoup aimé parce qu'on attendait 15% de croissance sur le premier trimestre, et on a eu 27%, et c'est surtout une boîte qui est capable de pratiquer un très bon pricing power. Je vous rappelle qu'ils ont augmenté les taux en début d'année, ils risquent de le faire dans quelques semaines, et ils risquent de le faire ils ont augmenté les prix, en 2023 de façon beaucoup plus importante. Ils ont augmenté leurs prix, vous avez dit les taux. Ils ont augmenté leurs prix. Ouais. Oui, vous avez dit ils ont augmenté leurs taux. Ils ont augmenté leurs prix. Non, mais ils n'ont pas tous. Ils ont pas tous. Non, ils ont augmenté leur prix par une fois en début d'année. Ils vont le faire une fois en juillet-août et ils feront sans doute une fois en 2023 de façon importante. Donc eux, ils maîtrisent totalement leur prix. Alors vous allez me dire oui, mais votre raisonnement ne tient pas parce que ce sont quand même des valeurs qui ont perdu entre 25 et 30% malgré un pricing power. Certes, c'est vrai que le pricing power n'est pas le vecteur le plus à la mode en ce moment parce qu'on a été confronté aux problèmes chinois de confinement et de rupture de chaîne d'approvisionnement. Mais si on revient à un monde normal, je ne parle même pas de la guerre Ukraine-Russie, parce qu'on sait très bien que la Russie c'était entre 4 et 6% du chiffre d'affaires des boîtes et que c'est quand même pas si significatif. Si on revient à un monde normal, avec une Chine qui déconfine, avec une Chine qui se porte mieux et surtout des mesures de relance en Chine, une valeur comme Hermès, il faut absolument l'avoir en portefeuille parce que eux, quelle que soit l'inflation, résistent bien à tout et peuvent passer sans aucun problème leur hausse de prix. Donc, mais c'est pas le cas des autres, Eric, c'est pas le cas des autres acteurs du luxe? Cette capacité. Écoutez, pour moi, tous les acteurs du luxe peuvent augmenter leur prix, non? C'est le cas, sauf que Hermès, si vous voulez, Hermès c'est un peu comme Ferrari. Dans le monde du luxe, vous avez différents acteurs. LVMH et Kering c'est du luxe, et j'ai envie de dire que Hermès, par exemple, et Ferrari, c'est vraiment l'ultra luxe. C'est-à-dire que les hausses de prix passent beaucoup plus facilement. En fait, en gros, quand vous achetez une Ferrari, vous n'êtes pas le même client que celui qui va acheter un portefeuille LVMH. Et donc, vous pouvez avoir des augmentations de prix sans que pour autant votre demande ne ralentisse. Donc, effectivement, Kering et LVMH ont également un pricing power, mais plus vous montez en gamme, plus vous êtes dans des produits premium, et plus votre pricing power est important. Regardez par exemple la marque Rolex. Rolex n'arrête pas d'augmenter ses prix. Alors c'est une boîte qui n'est pas cotée, on est dans le monde du secret, ils n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix entre 10 et 15% tous les ans, et les ventes explosent. Et si vous allez chez Rolex, par exemple, vous apercevrez qu'on ne trouve plus de montres. Bon. On est en rupture complète, il n'y a plus de montres. Donc c'est une catastrophe, ça. J'ai pas dit que c'est une catastrophe, mais si vous voulez, c'est un phénomène sociologique, c'est-à-dire que plus vous montez en gamme dans le luxe, plus vous disposez d'un pricing power, et plus vous n'êtes pas du tout sujet à une quelconque augmentation des prix. Ce qui n'est pas le cas pour les marques, j'ai pas envie de dire mineures, parce que LVMH n'est pas une gamme mineure, mais on n'est pas dans le même fourchette de prix. Un sac LVMH, ça va être 1500, chez Hermès, vous trouvez des sacs à 5000, 6000, 7000 euros. Donc on n'est pas dans la même problématique. Donc en conclusion, moi je serais plutôt acheteur, si vous voulez, de Hermès et de LVMH, parce que c'est le leader mondial du luxe. Également sur Ferrari, parce que je trouve que les ratios, c'est vrai que ça vaut 25 fois les bénéfices, c'est pas très très cher par rapport à ce qu'était Ferrari, et encore une fois je pense que le monde du luxe est loin d'être fini. Maintenant il va y avoir des à-coups, le luxe on vend du rêve, les investisseurs aiment le rêve, mais en fait c'est pas une croissance à l'infini, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des à-coups sur un secteur qui est quand même en surperformance depuis 5 ans. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci David. Merci Eric, salut.